Donc, je ne dirais pas que la situation actuelle du pays, c'est la résignation. Non, parce que les gens ont décidé de ne plus rien dire parce qu'ils ont peur des armes. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, parce qu'ils détiennent des armes, et aussi ils ont la justice de leur côté. Donc, les gens ont peur de la répression, les gens ont peur de la justice. Parce que parler aujourd'hui, c'est comme si tu es contre la nation, soit tu vas en prison, soit tu es enlevé pendant quelques jours, on va te bastonner, séquestrer quelque part, et soit tu quittes le pays comme fut mon cas. Donc, on ne peut pas parler de la résignation, on parle tout simplement parce qu'il y a la répression, les gens ont peur de ce qui nous gouverne aujourd'hui. Cette situation montre déjà l'échec de la junte malienne. Parce que depuis que nous nous connaissons, depuis que nous sommes nés, nous n'avons jamais connu cette situation. Avant, on ne savait pas comment les carburants rentraient au Mali. Mais aujourd'hui, les citoyens sont même contents de voir les citernes, les camions-citernes en circulation. Avant, on se posait la question pourquoi on laisse les camions-citernes circuler pendant la journée. On se plaignait. Mais aujourd'hui, on est heureux de voir les citernes en pleine journée. Donc cela veut dire quoi? La junte qui nous gouverne aujourd'hui, qui est venue en 2020 pour dire qu'ils sont là, pour au moins essayer de trouver une solution à cette crise-là qui a trop duré. Mais aujourd'hui, la situation est telle que, à quitter le nord, le centre et aujourd'hui au sud, même dans la capitale. Le JNIM a attaqué les intérêts vitaux, on peut dire comme ça, les intérêts économiques du pays, en bloquant aussi les corridors, surtout brûler les citernes. Parce que, comme vous le savez, à un moment donné, il y a des gouverneurs de différentes villes, ils ont pris des décisions. Et ces décisions-là, c'était d'interdire le transport des hydrocarbures en béton. Et raison pour laquelle, pour qu'au moins les villages qui sont dans les coins reculés, que le JNIM ou même les groupes armés n'arrivent pas à s'approvisionner en carburant. Donc, raison pour laquelle ils ont pris des décisions. Et aussi de leur côté, si les autorités refusent qu'on transporte des hydrocarbures en béton, pour qu'au moins les villages qui ne sont pas à Bamako, qui n'ont pas de citernes ou qui n'ont pas de stations de service, puissent s'approvisionner en carburant. Donc, eux aussi, ils vont interdire l'entrée aussi des hydrocarbures au Mali, surtout dans la capitale. Donc, c'était l'objectif ou même la motivation du JNIM d'instaurer ces blocus-là. Et lorsqu'ils ont instauré ces blocus, que ce soit le corridor Bamako-Dakar, le corridor Bamako-Abidjan, ils ont quand même brûlé pas mal de citernes. On peut mettre des centaines de citernes brûlées pendant au moins quelques mois. Et même si ces derniers temps-là, il y a eu quand même accalmie autour de cela avec la trêve qu'ils ont signée avec les autorités en place. Donc, on peut dire que le JNIM a changé de camp en s'attaquant aux intérêts vitaux du pays et aussi en demandant la levée de ces sanctions-là. C'est l'interdiction de transport de ces trucs. Et l'autre aspect aussi qu'il ne faut pas oublier, ils ont encore profité d'instaurer d'autres choses. Par exemple, ils ont demandé aux femmes de ne plus voyager sans porter le voile. Ils ont aussi demandé à pas mal de gens, par exemple la région de Caille. Les habitants de Caille ne peuvent pas voyager aujourd'hui. Quand tu voyages avec une carte d'identité de tenue qui prouve que tu viens de la région de Caille, tu es automatiquement enlevé. La même chose aussi qu'Ignoro du Sahel. Donc cela veut dire quoi? Ils ont quand même lancé un appel aux citoyens que la guerre qu'ils mènent contre les autorités, surtout contre l'armée, et que les civils doivent se mettre de côté. Et si les civils se mettent dans cette conflit-là entre eux et l'armée, dorénavant, ils vont s'attaquer aux civils. Donc, lorsqu'ils ont lancé ces messages-là, quand il y a eu l'attaque simultanée à Caille, dans plusieurs villes de la région de Caille, les habitants de la ville de Caille sont sortis pour soutenir l'armée nationale. Et quand les habitants sont sortis pour faire cela, le JNIM aussi a dit que s'il y a un conflit entre nous et l'armée, ne vous mêlez pas de cela. Et comme vous vous êtes mêlés dans ce conflit-là entre nous et l'armée, donc dorénavant, vous êtes aussi
nos cibles. Donc, raison pour laquelle ils s'attaquent aux habitants de la région de Kayes et du Nioro du Sahel. Et l'autre aspect aussi concernant les cars qui ont été brûlés. Et ces cars-là aussi, c'est une compagnie qu'ils ont ciblée. Et cette compagnie-là, ils ont dit que cette compagnie aussi dénonçait des potentiels djihadistes ou même des innocents à l'armée ou même aux autorités pour dire que ce sont des gens qui travaillent pour les groupes armés. Raison pour laquelle ils se sont attaqués aussi à cette compagnie-là. Donc, en gros, pour dire que JINIM, ils ont lancé ces différentes opérations parce qu'ils se sont basés sur un certain nombre de choses. Mais tout cela montre, comme je l'ai dit, l'échec de Bamako. Cela montre aussi que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, ils n'ont pas de stratégie parce qu'ils sont en face des gens qui ont d'autres stratégies et à chaque fois, nous sommes là juste pour comment faire pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous faisons. Les jeunes prennent le devant, nous sommes là comment faire pour se protéger. Et ils ont fait quand même en sorte qu'à un moment donné, il y avait pénurie de carburant à Bamako. Les gens pouvaient passer 72 heures sans avoir le carburant. Même si aujourd'hui, on arrive quand même à avoir du carburant de façon, on peut dire, aléatoire. Parce que de temps en temps, les convois rentrent de temps en temps. Mais cela veut dire que le système du JINIM a bien marché parce qu'ils ont pris le devant. Donc nous n'avons pas eu de stratégie pour bloquer avant, mais nous sommes là juste pour se défendre. Donc comme ils l'ont dit, on est là pour se défendre. Aujourd'hui, on peut même dire que les gens n'ont pas d'électricité. Parce qu'il y a des quartiers qui n'ont pas d'électricité pendant 72 heures, souvent 48 heures, 24 heures. Ceux qui ont d'électricité, c'est 3 heures par jour, 4 heures par jour maximum, actuellement, là où nous parlons. Quand on regarde, avant, on avait d'électricité au moins 20 heures, le temps d'IBK, 20 heures par jour, souvent 24 heures même par jour. C'était pendant la période de canicule qu'on avait du délestage de 2 heures de temps, de 3 heures de temps. Mais aujourd'hui, nous nous retrouvons avec 24 heures sans électricité. Si on a la chance, on a quelques heures, maxi 3 heures, 4 heures de temps par jour. Donc, on ne peut pas dire que cette situation de pénurie de carburant a impacté la société énergie du Mali, parce que bien avant cela, il y avait ces problèmes-là. Il y a eu pas mal de ministres qui ont été changés. Le Premier ministre, bon, si je dis le Premier ministre, je ne parle pas le chef du gouvernement, mais le Premier ministre de l'énergie et de l'eau a démissionné. Le deuxième ministre aussi, c'était un des conseillers d'Assimi Goïta. Elle aussi a été limogée après. Et après, il y a un autre troisième ministre qui a été nouveau ministre de l'énergie et de l'eau, qui aussi a été limogé. Et on se retrouve aujourd'hui avec un quatrième ministre qui n'arrive pas toujours à trouver une solution. Et aussi, au niveau même de la direction générale de l'énergie, c'est pareil, c'est la même chose. Le président, à chaque fois quand il sort, il prend des promesses en disant « d'ici telle date, nous allons trouver une solution ». En 2024, on l'a vu, le président même est parti faire le lancement d'une centrale solaire. Et 6 mois plus tard, qu'ils ont donné la promesse au peuple malien que dans 6 mois, ils auront l'électricité au moins 19 heures par jour. Confirmé, ils ont dit 80% ils vont résoudre le problème. Mais à la fin de l'année, le président a trouvé le moyen pour donner des excuses, pour dire que le terrain qu'ils ont pris pour au moins faire ces centrales solaires-là ont été vendus par le maire. Donc, ils n'ont pas eu de solution. Et on a quitté en 2025 aussi, il a promis des panneaux solaires avec des batteries lithium au peuple malien, mais jusque-là, on n'arrive pas à voir. Donc, la situation de l'énergie aujourd'hui, c'est fait de telle sorte que même si les gens ne sont pas du tout contents comme avant, les gens essaient de trouver une autre solution, une autre alternative, parce que ceux qui sont en face, ils n'ont pas de solution à proposer. Aujourd'hui, les gens se retournent vers les panneaux solaires. Ceux qui ont les moyens achètent des panneaux solaires, ceux qui ont les moyens aussi achètent aussi des groupes religieux pour se ravitailler de l'énergie. Donc, de l'autre côté aussi, concernant l'énergie, concernant les hydrocarbures, les gens essaient aussi de s'adapter à la situation. D'autres font des approches. Tout le monde est devenu aujourd'hui, on peut dire, pétrolier à Bamako. Parce que chacun a sa petite station. On va se ravitailler, on stocke quelque part. En attendant, on ne sait pas si demain il y aura du carburant ou pas. Et l'autre côté aussi, ceux qui ont des groupes électrogènes. Parce qu'il y a des entreprises aussi, comme avec la coupure d'électricité,
c'est très difficile de travailler. On peut même dire que c'est impossible de travailler. Donc, ceux qui ont quand même de petits moyens, qui sont partis acheter des groupes électrogènes, ils se ravitaillent aussi en gasoil. Donc, il faut aller acheter du gasoil pour mettre du gasoil pour que le générateur puisse fonctionner. Et ils ont fait en sorte que demander à tout le monde pour se ravitailler en gasoil, parce que pour les groupes électrogènes, il faut amener des bidons. Donc, pour au moins être servi en bidon, il faut avoir une autorisation. Et là aussi, ils ont mis des conditions. Et ces conditions, il faut avoir l'autorisation. Si c'est une entreprise, ils vont regarder d'abord si c'est une grande entreprise ou pas. Donc, ils ont privilégié les grandes entreprises. Les petites et moyennes entreprises n'arrivent pas à avoir du carburant parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'autorisation pour se ravitailler du gasoil. Donc, les groupes électrogènes ne fonctionnent plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as un groupe électrogène, si tu n'as pas les moyens, tu attends. Mais si tu as les moyens, tu vas investir encore dans les panneaux solaires pour au moins continuer à travailler. Et ceux qui sont aussi à la maison, qui ont le groupe électrogène aussi, pareil, ils ne peuvent pas avoir l'autorisation. Même ceux qui ont l'autorisation, arrivés à la station, on refuse de te servir en carburant. Donc, ça a créé vraiment des problèmes à un moment donné parce que l'État a vu qu'il y a des transports en commun. Donc, et ils ont besoin du groupe, du gasoil. Parce que les transports en commun, que ce soit le bus, les Sotrama, les transports interurbains, etc. Et tout, donc, ils ont tous besoin du gasoil. Donc, c'est une manière pour eux, le peu qu'on a, de réserver ça pour les transports en commun. On a vu à un moment donné, on a fermé les écoles pendant 10 jours parce qu'on avait un... Donc, ils n'arrivent pas à trouver la solution. Ils sont là de gérer le pays de jour en jour. On a une situation aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution? On n'est pas dans le long terme, on est dans l'immédiat. On a faim aujourd'hui, on cherche quelque chose à manger en attendant d'avoir encore faim. Donc, c'est ce que nous vivons aujourd'hui au Mali. Et les citoyens n'en parlent pas parce que les citoyens sont fatigués. Comme je l'ai dit au début, soit tu parles, on va t'amener en prison, soit tu t'étais, ou de l'autre côté, tu parles, tu quittes le pays. Donc, c'est les trois solutions aujourd'hui à Bamako. Je pense qu'Assimi même a répondu à cette question lors de la fête du mois de Ramadan, quand il présentait ses vœux de bonne fête au peuple malien. Il a dit qu'il y a des moments aussi pour faire la guerre. Mais il y a un moment donné, il faut dialoguer, il faut des pourparlers. Donc, ces pourparlers-là, c'est de dialoguer avec ceux qui sont en face. Comme je l'ai dit, Africa Corse, si je dis Africa Corse, les Russes sont venus pour nous aider. On a dit que les Occidentaux, ils ont échoué. Les Russes vont venir nous aider et au bout de 6 mois, ils vont, d'après le jargon qu'ils ont utilisé, peut-être même les terroristes hors de la frontière. Mais aujourd'hui, on a presque 6 ans. Les Russes sont là. Et la situation sécuritaire s'est détériorée de jour en jour. Les villages brûlés. Aujourd'hui, on ne peut pas sortir de Bamako pour aller rejoindre une région sans avoir peur parce que les gens de la brousse sont là. Et aujourd'hui, aucun convoi ministériel ne peut sortir officiellement pour gagner une autre ville, une grande ville à l'intérieur du pays. On a vu aussi qu'il y a 2 convois ministériels qui ont été attaqués. Sur la route Bamako-Sikasso, un convoi ministériel a été attaqué. Sur la route Bamako-Kita, un convoi ministériel a été attaqué. Le président lui-même, qui est un militaire, une force spéciale, commandant d'une force spéciale, d'un bataillon de force spéciale, on peut dire comme ça, unité la mieux formée même de l'armée, lui aussi, il ne peut pas emprunter les routes. Aujourd'hui, même si c'est 100 km et quelques, il est obligé de prendre hélico. Quand on pose la question, non, la situation sécuritaire ne souhaite pas de prendre la route. Donc, cela veut dire que eux-mêmes, ils ont échoué. Parce que le civil qui était là, Ibrahim Bouar Keïta, paix à son âme, lui, quand même, il a voyagé Bamako-Ségou par la route. Il a fait la route Bamako-Bougouni par la route. Il a fait Bamako-Sikasso aussi par la route. Donc, le civil a pu faire. On a dit que lui n'arrivait pas à gérer la situation parce que la situation sécuritaire n'était pas du tout à la hauteur. On l'a chassé celui-là. Et celui qui est venu en tant que militaire,
Pour combattre cela, aujourd'hui, lui, il est obligé de prendre l'hélico. On a vu aussi la déclaration d'un gouverneur, le gouverneur de la région de Nara. Lui-même, il a avoué clairement que lui, en tant qu'autorité aujourd'hui, il ne peut pas emprunter la route. Il est obligé de prendre le... Donc, les Russes ont échoué. D'abord, on paye les Russes. Les Occidentaux, on ne les payait pas. Ils étaient là gratuitement. Si je dis gratuitement, ils n'étaient pas payés. Au contraire, c'est eux-mêmes qui formaient nos gens. Ils nous accompagnaient de façon gratuite, même s'ils gagnaient, parce que le partenariat aussi, c'est un partenariat gagnant-gagnant. Mais le côté finance, on ne faisait pas. Mais avec les Russes, on paye des milliards chaque mois. Et avec les Russes, on ne sait pas quand est-ce qu'on va finir avec eux. Parce que les Russes, si ce n'est pas ces derniers temps avec Africa Corps, avec Wagner, c'était des milices, des mercenaires. Donc, des gens qui n'ont pas de loi. Comment se fait-il qu'on va confier notre sécurité à des milices ou à des mercenaires? Et aussi, ceux qui sont formés par le peuple, qui sont entretenus par le peuple, qui sont, on peut même dire que, habillés par le peuple, et ils se disent, aujourd'hui, nous sommes au palais, on va prendre l'argent du peuple, on va payer des mercenaires qui vont faire la guerre à notre place. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les Russes sont à Bamako, ils pavanent là-bas à Bamako, ils font leur marché, etc. et tout. Ils sont dans d'autres localités, mais ils n'arrivent pas à trouver la solution. Et chaque jour, il y a des villages aussi qui sont incendiés. Chaque jour aussi, il y a des villages qui sont vraiment brûlés, qui sont abandonnés par des habitants parce qu'ils ne se sentent pas en sécurité. Donc, on peut dire que l'arrivée des Russes, à part la reconquête de la région de Kidal ou la ville de Kidal, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la région de Kidal, parce qu'il y a une majeure partie aussi de la région de Kidal qui ne sont pas sous contrôle, mais la ville de Kidal, à part cela, qu'on a pu quand même libérer, mais les autres, où en sommes-nous? Quand on regarde les chiffres, de 2020 à 2025, donc on peut dire de 1er janvier 2020, 31 décembre 2025, quand on regarde les chiffres, les incendies, civils et militaires, on était à presque 300 et quelques. Mais en 2025, 31 décembre 2025, on était à 1000 et quelques. Donc cela veut dire qu'on est monté en exponentiel. Quand on regarde aussi le nombre de morts civils et militaires, 2020, on était à 700 et quelques. Mais aujourd'hui, on est à 2500 et quelques. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas parler que la situation sécuritaire s'est améliorée. Parce que du moment où les chiffres augmentent chaque jour, donc dans ce cas-là, on peut dire que la junte qui est venue pour combattre les terroristes et faire appel aux mercenaires russes, et aujourd'hui avec Africa Corps, ils ont échoué, ils n'arrivent pas à trouver une solution au problème malien. Tout ce que moi je voulais dire, c'est de dire au peuple malien, la résilience, ce n'est pas de la résilience, mais il faut sauver la République. Il faudrait qu'on essaie de sauver la République. Ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas de solution. Assimi l'a montré maintes fois. Ces différents ministres aussi l'ont montré. Les ministres de Premier ministre l'ont montré aussi. Donc, ils n'ont pas de solution à nos problèmes. Donc, c'est à nous, Maliens, de sauver la République. En sauvant comment? En défendant la République et non l'homme de Assimi. Parce que Assimi est passagère. Il faut qu'on essaie vraiment de voir ce côté-là et aller à la rencontre de tous les Maliens. Il n'y a pas un mauvais fils ou bon fils du pays. Nous sommes tous des Maliens. Nous sommes nés Maliens. Donc, on doit se donner la main pour sauver la République.